En 1700, la reine Anne règne sur le royaume d'Angleterre et du Pays de Galles, The Kingdom of England and Wales. En 1707, l'acte de l'Union lie l'Écosse à l'Angleterre. Anne devient la reine du royaume de Grande-Bretagne, The Kingdom of Great Britain. En 1800, à son tour, Guillaume III engagera le Parlement d'Irlande à s'unir avec la Grande-Bretagne. Il régnera sur le royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, The United Kingdom of Great Britain and Ireland. La population du Royaume-Uni passe de 5 millions à 9 millions d'habitants au cours du XVIIIe siècle. Pendant la période 1700 à 1715, 300 000 huguenots français fuyant les dragonnades et les luthériens hollandais fuyant la répression espagnole émigrent en Grande-Bretagne. Ils formeront une communauté active et ambitieuse, prompte à se fondre dans les institutions anglaises, apportant l'originalité de leur pensée. La France au XVIIIe siècle reste arc-boutée, malgré les Lumières, sur l'absolutisme royal, comme le démontrent les lettres de cachet promulguées par les rois de France jusqu'en 1789. On voit ici, en 1780, le très jeune Louis XVI qui envoya en forteresse le capitaine au régiment royal Piémont d'Aubon de Bessy. De par le roi, il est ordonné aux prévôts, maréchaux ou autres officiers de robe courteseaux de saisir et arrêter le sire Scrivert d'Aubon, ancien capitaine au régiment royal Piémont, et de le conduire en toute sûreté aux frais de sa famille dans la maison de force de Marville où il sera reçu. Beaumarchais en a reçu plusieurs de Louis XV, et autant de Louis XVI, l'envoyant à la Bastille ou interdisant son mariage de Figaro. On lui prête un trait d'esprit très adapté, ses lettres de cachet manquent de cachet. Magna Carta remains a foundation of our common law inheritance. La Magna Carta reste un fondement de l'héritage de notre loi commune. Cette loi anglaise, fondamentale, fut arrachée à l'absolutisme royal de Jean Santerre par les barons, puis reconduite pour l'essentiel par son successeur, Henri III. La notion fondatrice de l'habeas corpus, du droit romain pré-chrétien, retrouvée, phénomène unique dans l'histoire européenne, jusqu'à la Révolution française de 1789. L'effet en fut de mettre sur le même pied le grand seigneur et le boutiquier. La monarchie absolue qui s'était imposée dans la France de Louis XIV fut un échec en Angleterre. Charles Ier Stuart, partisan de l'absolutisme royal, est victime de la première révolution anglaise d'Oliver Cromwell. Ses partisans vaincus, il sera décapité à la hache à Whitehall en 1649. En 1688 se produit la Glorieuse Révolution qui porte sur le trône d'Angleterre William d'Orange, gouverneur des Provinces-Unies. En 1689, William III et la reine Marie acceptent les termes de la Déclaration des droits, texte capital, qui renforce le principe de monarchie parlementaire en réaffirmant le rôle du Parlement face à la couronne. L'Angleterre devient ainsi un modèle pour les opposants à la monarchie absolue dans l'Europe entière. Au siècle des Lumières, le régime politique britannique, qui est une monarchie parlementaire, fait l'objet de l'admiration générale. Voltaire et Montesquieu le décrivent comme un chef-d'œuvre de l'esprit humain. Montesquieu souligne dans les institutions anglaises l'équilibre entre les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Georges Ier et Georges II, tous deux princes électeurs du Hanovre, davantage préoccupés de leur principauté élective que du royaume de Grande-Bretagne, provoquèrent par leur absence la naissance d'un cabinet ministériel fort, assumant toutes les décisions politiques en conseil de régence. Sans que le droit en fût modifié, la politique anglaise s'incarnera dans des chefs de gouvernement, premiers ministres puissants,
tels que le furent Robert Walpole et William Pitt. George III sera le premier roi né en Grande-Bretagne. De plus, il deviendra roi du Hanovre et non plus seulement grand électeur, sans qu'il y fût fait opposition. Grâce à l'acte d'union de 1800, qui fut voté par le Parlement de Grande-Bretagne et le Parlement d'Irlande, George III devint roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. La réunion avec ce pays largement catholique s'est faite avec des pressions de tous ordres, ce qui porta une ombre sur l'excellence des institutions britanniques. Les lois excluaient tous les non-anglicans d'Irlande de la représentation. Cette clause exclura plus de 80% de la population irlandaise. Cela créa une tension permanente ponctuée de guerres sanglantes jusqu'à aujourd'hui. Au-delà des institutions et particulièrement de la monarchie parlementaire, un des facteurs principaux de l'ascension britannique sont ses universités et ses public schools. Oxford a été fondée dès le XIIe siècle et sa bibliothèque a été longtemps la plus grande du monde. Quelques décennies après, l'université de Cambridge s'ouvrit et entra en compétition constante avec Oxford. Cette compétition permit de former de nombreux hommes d'État, savants, économistes, généraux et amiraux, et aujourd'hui encore de fameux prix Nobel. Malgré leur nom, les public schools n'ont rien de public, comme on l'entend bien au contraire. Eton est la plus fermée des public schools, la plus sélective. Elle forma des membres de la famille royale, futurs régnants, des membres de la haute noblesse, et de grandes familles parlementaires. À Rose, la public school spécialisée dans le domaine de l'économie politique, et Charterhouse, la plus chère, la plus snob, sine nobilitas. Enfin, le Royal College of St. Peter à Westminster, bien différente et austère, forma de grands personnages, dont Henry Purcell, dont nous entendons une œuvre maîtresse, l'opéra King Arthur. À l'origine, l'Herald College of Arms se préoccupait de l'authentification des armoiries nobiliaires, puis évoluera en assemblée restreinte proposant et soutenant des aristocrates, puis des roturiers de grandes compétences, aux plus hautes fonctions parlementaires. Si la proclamation annuelle du programme du Premier ministre par le souverain se tient dans la Chambre haute, the House of Lords, c'est dans la Chambre basse, the House of Commons, que se tient le véritable lieu de la politique. On y entend la fameuse interpellation du Speaker, repris de nos jours par le célèbre John Bercow. Order! Order! Question is that Amendment K be made. As many as are that opinion say aye. Of the contrary, no. Division! Clear the lobby! Le Speaker maintient l'ordre et ouvre les motions de soutien ou de défiance et entérine les résultats. Par exemple, il annonce la défiance sous la forme établie « This House has no confidence in Her Majesty's government ». La Banque d'Angleterre a été fondée en 1694 sous le nom de Governor and Company of the Bank of England, quelques années après la Glorieuse Révolution, par un groupe d'artisans, de parlementaires, de marchands menés par Sir William Paterson. La Banque d'Angleterre effectue du prêt et de l'escompte. Elle facilite ainsi le développement d'un réseau de banques commerciales régionales, modestes mais nombreuses, en étant là pour prêter en dernier ressort.
Elle devient l'instrument indispensable du capitalisme marchand anglais, véritable révolution financière britannique, malgré la courte crise de la South Sea Bubble entraînée par la déroute de la Banque Royale Law en France. La Lloyd's Coffee House d'Edward Lloyd, ouverte en 1688 sur Tower Street à Londres, était d'abord une boutique où l'on faisait le commerce du café, très populaire auprès des ship captains, des marchands et des amateurs. Edward Lloyd leur fournissait quotidiennement des informations fiables et précieuses quant aux expéditions et arrivages, le nom des bateaux, de leurs capitaines, les marchandises transportées et les lieux. Les habitués du coffee shop y discutaient contrats d'assurance. Le coffee shop devint le lieu d'enregistrement de nombreux contrats souscrits aux enchères à la chandelle par ces businessmen du risque. Edward Lloyd nous invite. Entrons. Coffee in those days had only been drunk for 20 years or so, and fashionable coffee houses were enjoying the boom that espresso bars are today, on a much smaller scale, of course. Each one attracted different sections of the community, and Edward Lloyd, situated near the river, catered for ships' captains and merchants. To encourage this custom, he even started an intelligence-cum-news service, dispatching runners to the docks to fetch the latest shipping news, which was read from a pulpit. As an additional service, he also held auctions. Let's listen. Merchants or sea captains. They may have a sale by candle later on this morning. Ah, the coffee. Thank you, lad. Ah, the candle. As the flame is extinguished, the last bidder is the person who gets the vessel. Now then, see what you think of this coffee. As you heard, the property being auctioned goes to the man who bids last before the candle goes out. And 25. And 25. And 25. 1,200 guineas. Sold to Mr. Durant for 1,200 guineas. You're too late, gentlemen. Because of this concentration of captains and merchants, the insurance brokers of the time began going here instead of from office to office. Needless to say, the business conversations were somewhat more protracted than in our reconstruction. Write a line on the Worcester, going from London to China. What's the rate, sir? 18 guineas per cent. First class risk. Yes, all right then. Thank you very much. Good morning, Mr. Lyons. Very nice seeing you. How's business? Very well, thank you. Today? Morning. Good morning to you. Thank you very much. Yes, we like to write a line on the Worcester? Yes. China. How long, Mr. Lee? Come sit down, Mr. Lee. London to China and back. How much to finish? 100 guineas, sir. I'll write you 100 guineas. Thank you very much. How are you keeping these days? Very well, thank you. Oh, excellent. Busy? Yes, very busy indeed. From that informal, almost social gathering grew the great business organization that exists today. Lloyds quitteront les coffee houses et s'installeront en 1786 dans la grande salle de souscription créée par les Names, appellation donnée aux actionnaires privés comme aux sociétés. Il faut rappeler que les Lloyds ne sont pas une société d'assurance, mais une bourse. Écoutons sonner la lutine belle, annonçant les sinistres au milieu du grand hall depuis 2 siècles et demi. En un siècle, Londres passe de 500 à 900 000 habitants. Son port au cœur de la ville, au bord de la Tamise, navigable par les plus gros bateaux marchands, occupe une position unique. Londres est en même temps un immense port et une capitale européenne d'un rayonnement mondial, combinaison peu fréquente. Les docks et leurs entrepôts étaient l'élément central de l'économie de la capitale britannique. Ils s'étendaient le long de la Tamise sur environ 18 km,
et décharger 60 000 navires par an. Un autre regard sur l'économie politique amène à considérer que la puissance de la Grande-Bretagne n'avait pas été fondée sur le libre-échange, mais sur la puissance militaire de la Royal Navy. Cette puissance était financée par une fiscalité élevée et d'importants droits de douane dans le cadre d'un État fiscalo-militaire sophistiqué. L'État britannique lève aussi des taxes indirectes sur le sucre et le commerce et s'endette pour financer les énormes investissements dans la Navy. La construction navale est de très tôt la pré-industrie la plus dynamique de l'autre côté de l'Atlantique, avec les distilleries et le salage des poissons. Les 13 colonies d'Amérique détiennent elles-mêmes, en 1750, une flotte déjà forte de 1500 vaisseaux. Les outils de navigation sont devenus précis à 300 yards grâce au chronomètre perpétuel, au compas à vision nocturne et au sextant à triple miroir. La précision des cartes maritimes et leur mise à jour permanente s'ajoutent à ces progrès techniques permettant une navigation plus rapide et plus sûre.